Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 5 du Tom Talks organisé par Willow Grove et présenté par Thomas Sédou. Salut Bonjour à tous. Olivia, bonjour Salut Camille. Toto. Hello Thomas. En comparant des tableaux acceptés avec des tableaux avant-gardistes, on peut identifier plus facilement que le regard simple la modernité des œuvres. Mais il y a également une autre façon de faire qui est assez intéressante, c'est de comparer des tableaux de différentes dates du même artiste. Et la première comparaison que je vous propose, c'est deux tableaux de Claude Monet, mais peints à deux époques complètement différentes. Le premier, c'est la célèbre terrasse à Sainte-Adresse, qui est au Metropolitan Museum à New York, qui a été peint en 1867. Donc on est presque 15 ans avant la première exposition des impressionnistes, donc dans la toute première jeunesse de Monet, et un de ses nymphéas qu'il a peint en 1905, donc un nymphéa bien plus tardif dans la seconde partie de sa carrière. Et la différence entre les deux tableaux est extrêmement saisissante. La terrasse à Sainte-Adresse, qu'est-ce qui vous impressionne dans ce tableau? Qu'est-ce qui vous semble important dans l'œuvre de Monet, la terrasse à Sainte-Adresse? La perspective dans la composition classique avec une perspective très construite. Exactement, exactement. Le tableau est extrêmement structuré. Il est structuré par les tableaux, il est structuré par les fortes diagonales. Certes, le jardin est ouvert sur le côté, mais on voit que le sujet est extrêmement contenu. Que ce soit les quatre personnages du tableau, voire même le voilier au troisième plan, tout est encadré par les mâts des deux drapeaux, pardon. Et c'est une composition qui peut vivre, certes, mais à l'intérieur d'une structure extrêmement figée et extrêmement cadrée. Et on voit bien aussi, on peut discerner dans la terrasse de Sainte-Adresse la différence entre le premier plan, le second plan et le plan de fond du tableau. C'est vraiment les lignes horizontales séparent les trois environnements de façon claire et nette. Plus tard dans sa vie, Claude Monet va casser un des critères principaux qui existent depuis la Renaissance, avec ces fameux nénuphars, ces fameux nymphéas. Et que va-t-il faire avec son premier nymphéa, et notamment celui-ci en 1905? Qu'est-ce qui va manquer au tableau? L'horizon. La ligne d'horizon. Aujourd'hui, ça paraît presque drôle de penser qu'il n'y a pas de ligne d'horizon, mais pour l'époque, c'est absolument colossal qu'un peintre, surtout un peintre d'un certain âge, puisqu'il avait 60 ans passés en 1900, Monet, il avait une grosse partie de sa carrière qui commençait à être acceptée, qui était sa carrière impressionniste, et qui commençait à rejoindre les musées, et à être accepté par le grand public, et Monet n'en reste pas là. De nombreux artistes qui ont été extrêmement novateurs dans leur jeunesse ont tendance à répliquer leur tableau de jeunesse ad vitam aeternam. Je pense notamment à De Chirico ou à Chagall, qui ont un peu trouvé une formule et qui ont continué à l'explorer, mais qui n'ont pas beaucoup créé. Monet fait une chose extraordinaire, c'est qu'il se réinvente complètement en 1900 et il enlève la ligne d'horizon et du coup exploite quoi? La surface verticale d'une œuvre, qui est une toile en fait, sans créer l'illusion de la perspective ou en créant différemment. Quand on est devant ces tableaux d'art de Monet, devant la série des nymphéas, notamment à l'Orangerie, on réalise que on ne sait pas si on regarde sous l'eau ou sur l'eau. On ne se rend pas compte tout de suite que c'est le manque de la ligne d'horizon, mais c'est vrai que la différence est extrêmement frappante et on voit qu'il n'y a plus du tout de perspective dans le tableau et que l'illusion de l'espace et la structure a été enlevée complètement au profit de la couleur et de la surface deux dimensionnelle de la toile. Et du coup, c'était vraiment un code complètement nouveau qu'il a élaboré et qui a ouvert la voie après à plein d'artistes très contemporains. Enfin, il était vraiment précurseur pour... Très précurseur, parce que je pense que c'est ce qui a permis après à l'abstraction d'être inventée par Kandinsky. C'est ce qui a permis aussi dans les années 40 et 50 aux expressionnistes abstraits américains d'exploiter
comme Pollock, comme Barnett Newman, justement la verticalité de la toile, sans devoir absolument créer cette illusion de perspective qui était en place depuis la Renaissance, depuis plus de 500 ans. C'est très impressionnant. Et ça, je pense que souvent Claude Monet, qui est associé avec des jolies images, avec un peu des tableaux qu'on a dénigrés, qu'on considère comme des couvercles parfaits de boîtes de chocolat, comme des tableaux très décoratifs, on ne se rend pas compte aujourd'hui de l'aspect complètement novateur de son œuvre, surtout deux fois. La première avec Impression au soleil levant de Marmottan, et 40 ans plus tard avec ses nymphéas, qui de nouveau repoussent les critères acceptés de l'histoire de l'art à un niveau complètement nouveau et qui ouvrent la porte au XXe siècle. Oui, parce qu'on a dit qu'il avait perdu la vue aussi à la fin de sa vie et que enfin, il y a certaines mauvaises langues, entre guillemets, qui disent que c'est peut-être pour ça que les limites sont plus floues, tous les tableaux de Giverny à la fin, avec les ponts japonais qui deviennent de plus en plus diffus, etc. Mais en fait, c'est tellement dans la ligne, finalement, des nymphéas que... C'est dans l'évolution, évidemment, de la carrière de Monet, mais je crois qu'on ne se rend pas compte non plus qu'il a vécu jusqu'à 1924, 1926, si mon souvenir est bon. Et il a continué, il a poursuivi tout au long de sa seconde carrière l'exploration des nymphéas. Il a construit un atelier spécial à Giverny. Il a d'abord commencé par construire Giverny même, où il a construit les étangs qui n'étaient pas là, où il a planté ses nymphéas, où il a construit une usine dans laquelle il pouvait, un atelier gigantesque si on préfère, où il pouvait justement explorer sa quête des effets, des reflets et d'une réalité sans ligne d'horizon. Et je crois que mettre ces compositions qui ont frôlé avec l'abstraction, sans jamais franchir le pas sur une mauvaise vue, est réducteur et un peu simpliste. Mais son travail était vraiment extraordinaire. Et je pense que de remettre toute sa réputation en jeu, tandis qu'il a eu tellement de mal à être accepté, c'est assez remarquable et ça rend le personnage moins boîte à chocolat que ce qu'on pouvait imaginer. Oui, ne soyons pas trop sévères quand même. Boîte à chocolat, le pauvre. Dénigré. Dénigré. Mais il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul parce que, encore une fois, d'autres tableaux justement montrent cette progression dans l'œuvre d'un artiste et nous fait comprendre son chemin intellectuel et artistique et à quel point aujourd'hui un peintre comme Edgar Degas est considéré aussi comme un des pères fondateurs du XXe siècle et comme un artiste précurseur et assez extraordinaire. Il y a un tableau que j'aime tout particulièrement qui est le Foyer de la danse à l'Opéra, qui est un tout petit tableau qui se trouve au musée d'Orsay de 1872. Donc là aussi, un tableau presque de jeunesse de Degas, où il montre une répétition et la présentation d'une danseuse, où là aussi, la structure du tableau est absolument draconienne. Tout le tableau nous focalise sur la danseuse sur la gauche, avec son nœud noir. Non seulement tous les regards sont portés vers elle, mais dès que le regard du spectateur essaie de s'échapper soit vers la porte, il voit une autre danseuse dans l'autre pièce qui mimique exactement la même position que la danseuse noire avec ses jambes. Quand il essaye de s'échapper à la droite, à la porte de la droite, il y a deux autres danseuses qui lui tournent le dos et qui indiquent au spectateur qu'on ne peut pas aller par là. Et la danseuse au premier plan à droite, avec sa jambe, tend sa jambe vers la danseuse en pleine présentation. Et au milieu de l'œuvre, il y a un miroir qui, de nouveau, reflète la scène au premier plan. Donc, on voit une structure qui est extrêmement, extrêmement rigoureuse chez Degas et qui rend le tableau assez extraordinaire parce qu'on ne se rend pas compte. Le spectateur regarde naturellement la scène et se focalise sur la danseuse principale, mais sans comprendre cette structure très subtile que Degas a créée par couches successives et on voit que le regard du spectateur est complètement contrôlé. Un autre détail intéressant dans le foyer de la danse à l'opéra, c'est justement l'utilisation de la couleur rouge. C'est cette ligne continue au fond du tableau avec cet énorme nœud de la danseuse qui nous tourne le dos, nous ramène à l'éventail au premier plan qui est rouge également et qui nous pointe directement vers la danseuse.
Intéressant également, on voit la signature très très clairement en dessous de la danseuse principale, en rouge. Et de la même façon que Goya avait voulu montrer sa présence au sein de la famille royale, on voit que Degas s'approprie sa danseuse en signant en rouge, juste en dessous d'elle, de son nom. Et si on compare cette œuvre avec une œuvre plus tardive de 1895, et notamment avec ses pastels et ses fameuses sorties de bain, où là aussi on est dans un contexte complètement différent, intime aussi, car les répétitions n'étaient pas publiques, elles étaient aussi privées, mais là on est vraiment dans l'intimité d'une femme dans sa propre salle de bain, et là on voit qu'il n'y a plus aucune structure, que la ligne droite n'existe plus, que tout est courbe, que la figure principale qui s'essuie est dans une position extrêmement complète et serpentine, et on voit que Degas a dû faire un effort artistique colossal pour passer de l'un à l'autre, et qu'il a réussi à créer des compositions, là aussi, où on frôle presque avec l'abstraction et la matière même du pastel, mais dans une composition où les perspectives traditionnelles ne sont plus respectées. On a du mal d'ailleurs à comprendre l'espace de la baignoire qui est entre le mur et cette jeune femme. On ne comprend pas quel espace la baignoire occupe exactement. Mais l'effet général est préservé et le côté immédiat et plongeant du spectateur offre un aspect immédiat qu'on n'a pas du tout évidemment dans ces œuvres de jeunesse. Donc là aussi, un parcours moderne assez extraordinaire, où on privilégie la couleur, le mouvement et l'effet que ça a sur le spectateur. Mm. Donc comparer deux tableaux de périodes différentes du même artiste est très révélateur. Pour voir effectivement l'évolution. L'évolution vers cette modernité. Ouais. Et c'est fou de voir effectivement comment dans les dernières périodes de leur vie, c'est des artistes qui peuvent complètement... la création continue à avancer, quoi. Et bizarrement, le marché, j'ai l'impression pendant assez longtemps, peut-être moins l'histoire de l'art, mais en tout cas le marché de l'art, était assez critique aussi pendant longtemps des œuvres tardives de tous ces grands artistes. Oui, absolument. Pendant il n'y a pas si longtemps encore, il y a 20-25 ans, les œuvres de Degas et les œuvres de Monet, qui suscitaient les premiers prix sur le marché, étaient les œuvres de la première période. Ou même de Picasso. Ou même de Picasso, qui se rapprochaient le plus des premières expositions des impressionnistes, donc 1874. Et les œuvres plus tardives étaient beaucoup, beaucoup moins comprises, acceptées et beaucoup moins valorisées. L'atelier de Monet à la fin de sa vie comprenait énormément de nymphéas. D'une part parce que Monet ne voulait pas les vendre, parce qu'il estimait que c'était des œuvres inachevées, mais aussi et surtout parce que c'était des œuvres encore incomprises. Évidemment, Clémenceau a demandé à Monet de faire ces fameux panneaux de l'orangerie dans un élan de modernité qui est tout à la valeur de Clémenceau, parce que pour son époque, c'était complètement fou. Mais c'est vrai que les œuvres tardives d'artistes ont eu du mal à être acceptées. Et aujourd'hui, on est admiratif du manque de censure de Picasso jusqu'à la fin de sa vie, son obsession pour le corps féminin et le fait qu'il continue à peindre ce qu'il pense et ce qu'il souhaite s'exprimer sans aucune censure à la fin de sa vie. C'est assez remarquable et ses œuvres ont une force. Je me souviens d'un autoportrait avec des énormes yeux qui était vraiment un cri de la vie qui a été peint quelques mois avant sa mort. Ce sont des tableaux extraordinaires. Ouais. Combien de fois on entend « Ah oui, Dali, Picasso, ces artistes, ils avaient tellement d'argent que quand ils allaient au restaurant, ils signaient, ils faisaient un petit grafouillis, un petit dessin sur une serviette, comme ça ils ne devaient pas payer l'addition. » Mais pas du tout. Pas du tout. Ils avaient cet esprit créatif et cette volonté de créer, cette volonté encore et toujours de repousser les limites de l'histoire de l'art encore plus loin. Et ils l'ont fait jusqu'à la fin de leur vie. Certains avec plus de succès que d'autres. Et Picasso, évidemment, beaucoup plus que d'autres. Regarder n'est pas assez. Regarder n'est pas assez.